Bonjour, bienvenue sur les antennes de Radio Gabon, votre émission Écosciences aujourd'hui. Écosciences qui est une émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, nous abordons la nouvelle saison, la grande saison après de longues vacances. Je suis Victor Nzeondo, votre présentateur de l'émission. Je suis accompagné ici de votre chroniqueuse traditionnelle, Boumbo Lorraine. Boumbo Lorraine, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Ah, ça va. Mais les vacances, on a eu le temps quand même de réfléchir par rapport à la science, hein, je pense. Hein. Bien évidemment. Alors aujourd'hui, on va aborder pas mal de questions et il y a beaucoup d'informations à donner au monde scientifique. Revenons d'abord sur une brillante scientifique, Francine Toumi, Oui, voilà, dont on parlera. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Nous sommes pratiquement en fin d'année. Il y a beaucoup de prix qui ont été décelés, notamment les prix Nobel dans le domaine des sciences. Et aujourd'hui, on va parler, par exemple, du prix Nobel de médecine 2025 et du prix Nobel de chimie. À la fin, on va terminer avec notre rubrique traditionnelle, qui est la rubrique Clin d'œil science. Et de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler de l'électrophorèse. Ah d'accord, l'électrophorèse. Mais avant, on va revenir sur la chercheuse congolaise très brillante, Francis Toumi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle aujourd'hui ? Eh bien, il y a pas mal de choses à dire sur cette scientifique émérite du nom de Francine Toumi. Donc, ce qu'on peut déjà dire, il s'agit d'une chercheuse congolaise née le 4 octobre 1961. Alors, elle est spécialiste dans la lutte contre la maladie qu'on appelle le paludisme. Précisons d'abord qu'elle est parasitologue et infectiologue. D'accord. Donc, comme je disais, par rapport à sa biographie, elle est née au Congo et elle est fille unique et aînée d'une fratrie de 4 enfants. Son père était ingénieur électricien et sa mère infirmière. Alors, sa carrière scientifique commence d'abord par son parcours scolaire, évidemment, dans la ville de Sceaux, en France. Donc, elle va être d'abord titulaire d'un diplôme d'études approfondies en biologie en 1989, puis d'un doctorat en sciences de l'UPMC, donc l'Université Pierre et Marie Curie, en France toujours. Grande scientifique, elle a une très grande carrière scientifique dans les hôpitaux, notamment dans plusieurs pays, c'est-à-dire on commence par la France, à l'Institut Pasteur à Paris, où est-ce qu'elle a commencé à faire ses preuves. Ensuite, au Gabon, donc à Franceville. Ah, au Gabon. Oui, plus précisément au CIRMF, donc Centre International pour la Recherche Médicale de Franceville. Oui. Voilà. Ensuite, elle a été chef de laboratoire de l'unité de recherche médicale à l'hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné. Et tout ceci au Gabon de 1995 à l'an 2000. D'accord. Par la suite, de 2000 à 2005, elle a été aussi enseignante à l'université de Tübingen en Allemagne. Et responsable scientifique à European Developing Countries Climate Trials Partnership, EDCTP, à la Haye, aux Pays-Bas, de 2006 à 2007. Enfin, de 2007 à 2010, elle va être la responsable de l'initiative multilatérale pour le paludisme, qui est une initiative majeure, l'une des initiatives majeures en Afrique, créée en 1997 à Dakar. C'est une rencontre de plusieurs scientifiques qui luttent contre la maladie que l'on appelle le paludisme. Et justement, elle a été la première femme africaine à occuper la tête de cette institution. Donc, Francine Toumi est récipiendaire de plusieurs récompenses. Comme je vous l'ai dit, c'est une scientifique émérite, notamment le RIS, donc le Réseau international des Congolais de l'extérieur, pour son parcours scientifique individuel en 2012. La même année, à Addis Abeba, elle reçoit le prix scientifique Kwame Nkrumah, décerné par l'Union africaine pour les femmes scientifiques. Ensuite, le 27 mars 2015, elle devient la première femme noire subsaharienne à recevoir le prix scientifique de la fondation George von Humboldt en Allemagne. Donc, c'est tout ce que l'on peut dire pour elle. C'est vrai qu'il y a encore d'autres récompenses, mais s'il faut tout citer, je pense qu'on va rester ici. D'accord. Donc, si je comprends bien, elle a fait le tour du monde dans sa carrière de scientifique, que nous soyons en Afrique ou en Europe ou un peu partout. Ce que je retiens ici, c'est qu'elle a fait un tour au Gabon en tant que Congolaise. Elle a travaillé dans 2 de nos centres de recherche. Durant 5 ans. Voilà, et ce sont des centres de recherche qui sont quand même assez pointus, notamment le CIRMF à Franceville et l'hôpital Schweitzer, la fondation Schweitzer. Vous avez parlé de l'université de Tübingen en Allemagne, etc. Vous pensez qu'il y a eu quand même des avancées significatives par rapport aux travaux qu'elle a effectués sur le paludisme? Je dirais que oui. Déjà, pour recevoir autant de récompenses,
Tout Ce à n'est fait. pas à n'importe qui, en fait. Oui, oui. Même si tu es juste un parasitologue ou un docteur, tu n'auras pas toutes ces récompenses. Donc, la maladie n'est pas forcément facile. Je vais dire tous les contours. C'est vrai qu'il y a peut-être des remèdes et tout, mais par rapport au plasmodium, il y a eu des avancées forcément, je pense. Oui, oui. Et on a aussi vu, hein, quand on a regardé avec la petite enquête que nous avons menée, très impliquée dans le domaine humanitaire, Oui. des collaborations avec l'UNICEF, avec d'autres organisations, facilitatrices des bourses d'études pour pas mal d'étudiants dans les universités dans lesquelles elle dispensait des cours, dans lesquelles elle a fait des recherches. Donc elle a été une grande facilitatrice des bourses, une grande, je vais dire, un modèle pour beaucoup de chercheurs aujourd'hui, un modèle pour beaucoup d'étudiants, très sportifs aussi. Comme quoi, faire du sport, c'est toujours bien pour la santé. Et donc, c'était Francine Toumi, une chercheuse brillante africaine ayant travaillé au Gabon et une véritable source d'inspiration pour la communauté scientifique africaine. Pour les femmes. Et pour les femmes en particulier, bien entendu. Alors, parlons ensuite du prix Nobel de médecine, puisqu'on reste dans le domaine de la médecine. Aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier concernant le prix Nobel de la médecine et c'est très intéressant. On a fait un petit tour. Le prix Nobel de médecine aujourd'hui a été attribué à 3 chercheurs, donc 2 Américains et 1 Japonais. Il s'agit de Marie Bronco, Fred Ramsdell et enfin Shimon Sakaguchi, qui est un japonais. Ça a été fait le 6 octobre 2025. Alors, on va résumer, hein, parce que après, qu'est-ce qui s'est dit? Pourquoi ce prix Nobel? Qu'est-ce qui a valu ce fameux prix Nobel de médecine à ces brillants chercheurs? Bien évidemment, ils ont expliqué comment le corps évite de s'attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ils ont parlé de ce qu'on va appeler la tolérance périphérique du système immunitaire. En résumé, c'est un peu le processus par lequel le système immunitaire va apprendre à ne pas attaquer son propre corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on peut caricaturer ça d'une manière simple, hein. Si vous avez, par exemple, une maison, voilà, qui est autour, vous avez des soldats qui protègent cette maison, eh bien, ces soldats, effectivement, sont en quelque sorte des globules blancs qui vont attaquer ce qui est virus, bactéries, etc. Mais il peut aussi arriver par des raisons de défaillance que ces soldats attaquent la maison, détruisent les barrières ou les fondements de la maison. Et donc, ce qui a été découvert par ces brillants chercheurs, c'est qu'il existe des soldats également à l'intérieur de cette maison qui vont protéger justement les soldats extérieurs de contre-attaquer la maison pour éviter que la maison s'effondre. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'ils vont appeler des lymphocytes régulateurs. Donc, ces lymphocytes régulateurs sont en quelque sorte des molécules CD4 et CD5 qui vont permettre de freiner les réponses immunitaires excessives. Ça a été découvert par le japonais Shimon Sakaguchi. Ensuite, ce qui est important de retenir, c'est que les Américains ont découvert ce gène-là qui est susceptible de réguler effectivement les lymphocytes régulateurs CD4 et CD5. Et ce gène-là a été appelé le FOXP3. Voilà, et c'est ce FOXP3 qui, disons, est responsable de la régulation de ces lymphocytes. Alors, ces lymphocytes régulateurs qu'on appelle les TREG ne se développent pas. Hein? Lorsque ces TREG-là ne se développent pas, le système immunitaire s'emballe et s'attaque au tissu. Alors, le gène, justement, ce qui est important de savoir, c'est que ce gène-là, régulant justement les lymphocytes régulateurs, permet de diminuer le risque des maladies auto-immunes. Des maladies auto-immunes comme par exemple le diabète de type 1, comme certains cancers, par exemple, ou d'autres maladies comme le rhumatisme, etc. Donc, c'est une grande avancée significative et qui a permis justement de comprendre que il y a bien des molécules, il y a bien des gènes qui couronnent la régulation d'un certain nombre de mécanismes qui diminuent les maladies auto-immunes, qui permettent de maîtriser ce qu'on va appeler la tolérance périphérique du système immunitaire. Donc, c'est un peu ça, c'est quelque chose de fondamental qui a été découvert et ça permet aujourd'hui d'avoir de l'espoir que désormais, on peut combattre le diabète de type 1
Par exemple, certains cancers qui engageaient des réponses tumorales, etc. Donc, bravo à ces chercheurs-là, à ces 3 chercheurs américains et japonais. Donc, ça, c'est ce qui concernait le prix Nobel de médecine 2025. Pour la suite, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission Écosciences. Bienvenue sur la deuxième partie de l'émission Écosciences. Écosciences qui est votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Alors, pour cette deuxième partie, nous allons parler du prix Nobel de chimie 2025. Alors, mademoiselle Moumou, prix Nobel de chimie, c'est vraiment important parce que c'est lié à l'environnement. Je crois que ça va beaucoup intéresser l'auditoire et ça va beaucoup intéresser la communauté scientifique ou bien la population mondiale en général. Alors, il a été attribué par 3 brillants chercheurs. Il s'agit de Susumu Kitagawa, Richard Robson et M. Omar Yagi. Alors, ils ont travaillé sur ce qu'ils ont appelé les MOF. Alors, les MOF, c'est quoi? C'est en quelque sorte des macromolécules à l'architecture poreuse. MOF, comme pour dire métal organique, des frameworks. Alors, en chimie, les MOF, en fait, c'est des matériaux qui sont composés de grosses molécules organiques organisées autour d'un cœur métallique pour former des structures originales qui laissent des cavités. En fait, il faut dire que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé cette macromolécule qui a des cavités à l'intérieur et qui donne l'air d'une éponge moléculaire. Et ce sont ces cavités-là qui vont permettre de fixer un certain nombre de molécules, notamment le dioxyde de carbone, le méthane et d'autres gaz comme le dihydrogène, sans compter des micropolluants. Alors, l'impact de cette découverte est le fait que les gaz qui ont été cités, notamment le méthane, le dioxyde de carbone, ce sont les gaz à effet de serre qu'on retrouve en abondance aujourd'hui dans l'atmosphère terrestre, dans notre atmosphère. Et donc, la mise en place de cette structure-là, qu'on appelle les MOF, permettent, comme je le disais tout à l'heure, de capter le méthane, de réduire la concentration de méthane dans l'atmosphère, de réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère et même dans de l'eau. Vous voyez que c'est quand même quelque chose, je dirais pas miraculeux, mais c'est très significatif parce que ça va permettre de réduire, on parle aujourd'hui de la taxe carbone. Aujourd'hui, c'est une molécule, une macromolécule qui permettra de réduire la quantité de dioxyde de carbone dans l'air et même dans de l'eau. Vous voyez que tout de suite, ça donne un impact assez significatif sur la qualité de l'air que nous allons désormais respirer à partir du moment où cette molécule sera mise sur le marché, sera dans l'usage du plus grand nombre. Et donc, il y a aussi d'autres micropolluants qui existent. Et cette molécule, justement, a également la particularité de fixer l'eau qui se trouve dans l'air du désert. Donc, à partir de l'air désertique, on peut arriver à condenser l'eau, on peut réussir à capter l'eau qu'on retrouve dans l'air du désert. Donc, ce qui est très important pour des zones arides. Vous voyez un peu? Parce que vivre dans le désert, vous vous imaginez. Voilà. Donc, comment voyez-vous l'impact de cette découverte? Est-ce que vous pensez déjà que ça mérite un prix Nobel, cela? Oui, bien sûr. C'est comme tu l'as dit, au départ, ça mérite l'attention des scientifiques et puis même des non-initiés à la science, en fait, parce que ce que tu viens de dire à la fin, par exemple, le fait que ça permette de condenser l'eau contenue dans l'air des déserts, c'est quelque chose de très important parce que rappelons-le que les déserts, comme c'est évident, c'est très aride, il n'y a pas d'eau, c'est difficile à vivre, en fait. Du coup, ça peut permettre même l'agriculture. Ça peut faciliter en fait. En effet, ça peut favoriser l'agriculture, donc diminuer la famine dans des zones arides. Donc ça a vraiment un impact non seulement scientifique, sociologique, environnemental, ça a un impact sur l'ensemble, beaucoup de couches liées de notre conditionnement de vie, vous voyez un peu. Donc c'est vraiment alloué et donc il faut dire que ce sont des avancées très significatives dans le monde de la science aujourd'hui. Et donc bravo à ces chercheurs Kitagawa, Robson et Monsieur Yagi en ce qui concerne les avancées dans le domaine de la science. À la fin, on va retrouver notre rubrique Clin d'œil science. Clin d'œil science, on va parler de l'électrophorèse. D'accord. Et qu'est-ce que c'est? Alors,
d'abord, de manière globale, on va dire que l'électrophorèse est une technique de laboratoire qui sépare les molécules, comme les protéines ou bien les acides nucléiques. Les molécules migrent à des vitesses différentes à travers un support qui peut être le gel, le plus souvent c'est le gel d'agarose, en fonction de leur charge, leur masse, leur forme, ce qui permet aux scientifiques qui les manipulent de pouvoir les identifier, les isoler et de les purifier. Donc, précisons qu'il s'agit de l'une des techniques en sciences les plus répandues et les plus importantes. Pourquoi importante? Simplement parce que l'électrophorèse permet de détecter certaines maladies à temps, de dépister en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important. Donc, comme je disais, les maladies, on a la thalassémie ou encore et surtout la drépanocytose. Je pense qu'on connaît tous la drépanocytose. Tout à fait. C'est une maladie héréditaire assez complexe pour guérir. Donc, c'est la raison pour laquelle l'électrophorèse est très important. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé d'aborder ce thème. Alors, pour comprendre l'électrophorèse, il faut savoir que celle-ci se déroule en plusieurs étapes. D'abord, précisons que pour faire l'électrophorèse, ce n'est pas sur n'importe quoi. Ce n'est pas dans un micro-ondes ou dans une marmite. Voilà, exactement. Il faut une machine spécifique que vous pourrez voir sur Google si vous tapez électrophorèse. Donc, je vais brièvement vous expliquer les étapes de l'électrophorèse. D'abord, nous avons la mise en place. Donc, on isole les molécules à séparer que l'on va placer dans un gel. Comme je disais, c'est plus précisément le gel d'agarose, simplement parce qu'elle est inerte, c'est-à-dire qu'elle ne va pas modifier les molécules et donc falsifier le résultat. Ensuite, on a l'activation du champ électrique qui va permettre la migration des molécules chargées positivement qui vont migrer vers la cathode. Et ensuite, on a les molécules chargées négativement qui vont migrer vers l'anode, donc l'électrode positif. Comment c'est les éléments de différentes charges s'attirent. Oui. Positif vers négatif et négatif vers positif. Effectivement, ça on l'a appris au secondaire. Oui, au collège. L'anode, la cathode, etc. Et voilà. C'est que ça va revenir pour certains. La prochaine étape, on a la séparation des particules. Donc, la vitesse des particules, donc la migration, je vais dire, ça dépend de la charge et de la taille de la molécule considérée. Tout à fait. D'accord? Donc, une molécule qui est plus fortement chargée va se déplacer plus vite. Et à l'inverse, celle qui est la plus petite, donc la moins chargée, elle va se déplacer plus lentement en fait dans le gel. Donc après cela, on a la visualisation. Donc il faut visualiser. Après avoir fait l'électrophorèse, on a ce qu'on appelle un électrophorégramme. Donc c'est à partir de ça que le scientifique qui manipule les échantillons va pouvoir analyser en fait la position des bandes en fait, oui. des bandes. Et donc comme je vous disais, pour dépister la drépanocytose, on se sert de l'électrophorèse. Donc, on sait qu'on a deux gènes, HBS, oui, HBA et HBA. Voilà, HBS c'est pour la maladie, on va dire c'est le gène défaillant. Oui, c'est le gène défaillant. Et HBA c'est le gène normal. Donc, dans ce cas, pour l'électrophorèse, lorsque l'on fait l'analyse avec l'hémoglobine, donc après la migration, on va analyser les positions des bandes, comme je disais, après les avoir stabilisées, sinon il peut y avoir une autre réaction. Donc, étant donné que l'anémie, l'autre nom de la drépanocytose, c'est l'anémie falciforme. Ce que je veux dire, c'est que l'hémoglobine, en fait, a changé de forme. C'est en forme de faucille, en fait. Ce qui n'est pas normal parce que l'hémoglobine est souvent globuleuse. C'est bien ça? Bien sûr. Oui. Voilà, donc lorsque l'hémoglobine est placée sur le gel, donc pour l'électrophorèse, la manière dont les particules vont se déplacer vont déterminer le gène qui est défaillant et le gène qui est le bon. Donc généralement, l'hémoglobine qui est malade, on va dire qui est défaillant, donc qui a la forme d'un fossile, va se déplacer plus vite parce qu'elle est plus légère. Et l'autre, en fait, va se déplacer plus lentement. Ce qui veut dire que les bandes vont se présenter de manière différente. Et en comparant avec un échantillon, que le scientifique va déterminer s'il y a anomalie ou non, en fait. Donc, c'est un peu... Oui, tout à fait. Tout à spécifier que l'hémoglobine, en fait, à la base, c'est une protéine qui existe sur la membrane des globules rouges. Voilà, et ce sont ces protéines qui sont des macromolécules qui vont être positionnées dans le jet de l'agarose et observer leur migration. Et comme disait Lorraine, il s'agira ici d'une séparation des molécules. Voilà, il s'agira ici d'une séparation de molécules en fonction de la charge électronique et aussi en fonction de la taille, puisque c'est une des techniques les plus utilisées pour pouvoir identifier, diagnostiquer la maladie de la drépanocytose, enfin le gène. Alors, mais une petite question, peut-être que ça n'a rien à voir avec la science. Est-ce que c'est vraiment important de faire
cet examen dans un couple? Oui, c'est très important. C'est très important. Alors, lorsqu'on est avec quelqu'un, évidemment, et que l'on prévoit la reproduction, un jour, il De faut faire bien des prévoir. enfants, Voilà. tout Il simplement. faut bien prévoir, en fait, quel gène est-ce qu'on peut transmettre aux enfants. Donc, la drépanocytose, comme on disait, c'est une maladie héréditaire. Si tu es AS, donc tu es un porteur sain, l'autre aussi, il est AS, porteur sain. Physiquement, on ne voit pas que vous êtes malade. Si vous venez à vous reproduire, donc à faire des enfants, il y a des chances que au moins un des enfants soit malade. L'électrophorèse, c'est important, même si ça peut être un motif de rupture. Bon, je ne sais pas si ça peut être un motif de rupture. Je ne sais pas si on est seulement là, on est en couple uniquement pour faire des enfants, hein. Ah, mais c'est rare. Tu connais combien d'Africains qui se mettent en couple, qui se marient et prévoient ne pas avoir d'enfants. On veut avoir des enfants, donc c'est vrai que ça peut être un motif de rupture, potentiellement, mais je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ah oui, Parce que, c'est vrai parce que, comme le disait Lorraine, faire un enfant qui naît avec la maladie de la drépanocytose, ça peut être très pénible. Financièrement, c'est pénible. Moralement, c'est pénible. même physiquement, il y a Physiquement aussi. socialement. Avec tout ce qui va avec, les technologies qu'on ne retrouve pas nécessairement dans nos pays africains. Donc ça peut être très pénible. C'est la raison pour laquelle vraiment il est primordial de faire un examen d'électrophorèse lorsque vous décidez d'être sérieux dans votre couple. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Déjà, on a parlé de Francis Toumi, très brillante chercheuse, qui a travaillé africaine, je le disais comme ça, congolaise d'origine, mais africaine, parce que son impact dépasse les frontières du Congo, et qui a travaillé dans le domaine de la biologie moléculaire, parasitologie. C'est une femme qui a impacté le monde, dans le monde de la science, des prix Nobel, voilà, de médecine, comme on résume, concernant la réduction des maladies auto-immunes, voilà, la tolérance périphérique du système immunitaire, et à la fin, le prix Nobel de chimie, qui a un impact dans l'environnement. Et donc, bravo à toutes ces personnes-là qui œuvrent pour la science. C'était Écosciences. Écosciences, qui est votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Écosciences, c'est la voix de la science au Gabon et à l'international. À nous revoir très prochainement sur nos antennes de Radio Gabon.